On n'est pas sorti des rangs, hein. C'est la galère. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'OPSR dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Je suis toujours accompagné de mon ami Victor qui va vous présenter ce dont on va parler aujourd'hui. Et oui Jordan, parce qu'aujourd'hui de plus en plus de villes côtières sont aujourd'hui soumises à un risque nouveau, celui de voir son territoire et plus particulièrement ses côtes s'amoindrir. L'érosion des côtes est estimée à environ 50 cm par an en moyenne en France, qui, je le rappelle, en possède près de 19 000 km. Pour parler de ce problème majeur avec lequel nous allons devoir composer de plus en plus, on a le plaisir de recevoir Héloïse Faure, créatrice du podcast Parlons peu, parlons bleu et chargée de projet au magnifique Parc national des Calanques. Bonjour Héloïse. Salut les gars. Je te propose de commencer par les questions classiques d'OPSR. Qui es-tu, que fais-tu et pour quelles raisons le fais-tu ? Alors, qui je suis ? Je suis Héloïse, je suis une grande passionnée et curieuse du monde marin. Que fais-tu ? Eh bien, j'ai plusieurs casquettes. Comme tu as dit, j'ai créé et j'anime le podcast Parlons peu, parlons bleu, qui est un podcast qui est dédié aux enjeux de la mer. J'interviewe des personnes passionnées, passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Et je travaille à côté au Parc national des Calanques. Principalement, je m'occupe de l'aménagement du domaine maritime des Calanques sur un projet spécifique dont je ne peux pas trop parler pour les raisons professionnelles. Et à côté de ça aussi, je travaille avec la Commission européenne au sein du Youth for Ocean Forum, dont je suis membre fondatrice. C'est un forum qui a été initié par la Commission européenne, par la Direction générale des affaires maritimes et de pêche, et qui réunit en fait un panel de jeunes passionnés de l'océan pour justement élever la voix des jeunes pour la protection de l'océan. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je te propose de commencer par quelques notions pour pouvoir un peu introduire le sujet. On va beaucoup parler de risques côtiers. Est-ce que tu peux déjà nous définir les risques côtiers ? Ouais, alors les risques côtiers de manière générale, si on définit un risque, c'est la combinaison entre un aléa et un enjeu. Donc les aléas, c'est les phénomènes naturels. On a les vagues, par exemple. Et donc ça, c'est plus... je me perds, les aléas. Et les enjeux, ça va être les habitations, le fait qu'on vit sur les côtes, les vies humaines, etc. Et en gros, c'est la manifestation de phénomènes naturels, donc aléatoires, qui peuvent impacter les enjeux humains, les dégradés, etc. Donc il y en a une panoplie, plusieurs types, et on pourra en parler aussi. Donc on va dire que tu différencies l'activité naturelle de son impact sur l'économie humaine, pour ensuite former le risque, ça ? C'est en gros, oui, c'est ça, c'est la combinaison. Mais même au-delà de parler les risques naturels, c'est ça, c'est vraiment la combinaison entre aléas et enjeux. Ok, est-ce que tu peux définir un petit peu l'érosion côtière ? L'érosion, alors c'est le fait que la mer, par des phénomènes météorologiques, que ce soit le vent, la mer, l'activité humaine, donc ça peut être le piétinement, ça peut être la construction, l'artificialisation du sol, vient dégrader en fait le littoral. La côte, et en fait, si tu veux, c'est la côte qui va... ça peut se traduire par des glissements de terrain, des effondrements, des éboulements. Donc voilà, c'est la terre en fait qui va s'éroder, tout simplement, pour différentes raisons. Alors parce que toi, tu travailles quand même dans ce domaine-là. On a beaucoup parlé d'érosion, on entend beaucoup parler d'érosion un peu partout. Par contre, il y a le phénomène inverse qui s'appelle l'accrétion. Est-ce que tu peux un peu nous en parler aussi ? Oui, en effet, c'est l'inverse. En fait, ce que c'est vrai que je n'ai pas mentionné, c'est que de manière naturelle, il y a la dynamique hydrosédimentaire en mer ou dans l'océan, etc. Cette dynamique-là, en fait, elle est naturelle. Et en fait, nous, l'homme, l'être humain, avec nos activités, l'artificialisation du littoral, on a bouleversé cette balance-là. Et en fait, si tu veux, cette dynamique hydrosédimentaire, c'est le fait que le courant va amener le sable et va le déposer naturellement sur les plages. Ce qui fait qu'il y a certaines zones qui sont en accumulation, d'autres en érosion. Et voilà, simplement. Ok, donc on va dire qu'après, c'est des phénomènes naturels qui, soit, comme pour la gradation des sols qu'on avait vu pour l'agriculture, soit on a une dégradation du littoral, soit une amélioration du littoral, quoi. On va aussi parler un petit peu de résilience du territoire. Est-ce que tu peux un peu introduire le sujet ?
s'il te plaît. Ouais, alors la résilience territoriale, c'est vraiment le sujet dont il faut parler. Faut que ça parle, faut que le monde sache ce que c'est, parce que surtout les habitants du littoral n'en ont pas vraiment conscience, mais c'est un truc qui va tous nous toucher bientôt. C'est le fait d'anticiper, de réagir et de s'adapter aux risques côtiers de manière intégrée et durable. Aujourd'hui, ce qu'on fait sur nos côtes, en fait, si tu veux, il y a différentes manières d'aborder la gestion du littoral, la gestion surtout nos manières d'approcher les risques côtiers. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on se protège et on contrôle les risques côtiers. Donc, on met des digues, on met des brise-lames, voilà, on se protège. Et ce que met en avant la résilience territoriale, c'est au contraire, c'est s'adapter. C'est-à-dire, on va favoriser la recomposition territoriale, donc on va reculer. On va plutôt se baser sur les solutions fondées sur la nature, la restauration des récifs coralliens, par exemple, pour atténuer la force des vagues, ce genre de choses. Et à ça, on est confronté aujourd'hui, parce qu'en soi, c'est un terme que les élus connaissent, les élus du littoral connaissent très bien, parce qu'en 2021, il y a, par exemple en Occitanie, il y a le plan Littoral 21 qui a été mené par la région. C'est une sorte de workshop, un atelier pour justement sensibiliser les élus locaux aux futurs risques. Donc comment aménager leur territoire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et le truc, c'est que j'ai assisté à cette réunion et il y avait, par exemple... je vais pas dire le nom, mais en gros, le maire de la commune de Valras-Plage, qui est une commune qui est en train de construire un building de 10 étages en bord de mer, et a participé à cette réunion. Donc, c'est les choses qui sont... Il y a pas mal de freins au niveau de la perception, parce qu'il y a des gens qui se sentent moins concernés, moins vulnérables, parce que surtout en Méditerranée, par exemple, parce que les inondations, c'est pas non plus tous les 4 matins qu'on en a, mais une fois qu'on en a, elles sont graves. Il y a aussi un manque de financement par rapport du coup aux indemnisations. Il y a un manque de confiance dans les institutions qui fait que du coup, il y a un manque de légitimité aussi. Les gens n'y croient pas vraiment et surtout un doute en termes de données. Je pense que quand vous avez peut-être préparé l'épisode, vous avez été confronté à plusieurs données, plusieurs chiffres, vous ne savez pas lesquels prendre en termes sur l'érosion, sur les inondations, etc. Et en effet, vu que ce sont des phénomènes qui sont naturels et aléatoires, on n'a que des prédictions, on n'a pas de prévision. Et du coup, c'est ça qui pose problème et qui freine ces mouvements de résilience territoriale. Alors, ok, est-ce que tu sais nous dire les facteurs qui peuvent jouer sur l'érosion ? Parce qu'on sait que quand on parle notamment de la Méditerranée, c'est une pression immobilière notamment qui est super forte, pression touristique. Est-ce que ça peut être un facteur qui joue sur l'érosion ? Oui, non mais carrément, en fait. C'est surtout... il y a le piétinement de base qui peut engendrer des effondrements sur les côtes. Le fait, par exemple, c'est bête, mais de marcher sur une dune. Les dunes de sable, elles sont là pour protéger ce qu'il y a en arrière-pays, derrière le littoral. Et c'est bête, mais je pense qu'on a tous déjà joué dans les dunes quand on était petit. Mais en fait, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Mais l'érosion en soi, parce que oui, le fait de marcher sur la dune, ça détruit la dune qui, du coup, protège. Et la dune, ça accumule du sable. Donc, c'est ce qui permet de protéger en gros de l'érosion. Mais pour moi, là, ce qui a le plus gros impact, c'est l'impact de l'artificialisation et la création de digues, de brise-lames, etc. J'ai l'exemple de Port-Camargue que je donne de manière générale avec la flèche de l'Espiguette. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes du coin, donc je pense que ouais. Mais en gros, de base, avant les 30 Glorieuses, avant la mission Racine, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Port-Camargue, il n'y avait que du sable. Il n'y avait que du sable, vraiment, rien d'autre. Et du coup, en fait, ce qui fait, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la dynamique hydrosédimentaire qui a amené du sable, qui accumule le sable à cet endroit-là. Et en fait, il faut voir, c'est un peu difficile d'expliquer en podcast quand on ne voit pas, mais en gros, ça fait comme une baie. Et au début de cette baie, il y a le Port-Camargue. Et donc, du coup, l'accumulation de sable. Et ce qui fait que le Port-Camargue a construit une digue qui bloque le sable et du coup, qui génère une érosion sur tout le reste de la baie. Parce que le sable se bloque, en fait, au niveau de cette digue. Et donc, voilà. Donc, ça a un impact. Donc, ça génère de l'érosion sur le reste du territoire. On en reviendra après, mais c'est vrai que c'est des techniques au final d'urgence. Parce que la digue, c'est... c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on a 2 manières de répondre aux enjeux, aux risques côtiers. On se protège. Actuellement, c'est ce qu'on fait. On met des digues, on met des brise-lames. Il faut agir sur court terme. Long terme, c'est résilience territoriale, recomposition spatiale, restauration des milieux, solutions fondées sur la nature. C'est des solutions qui sont plus douces, plus intégrées, etc. Mais en effet,
Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est assez touchy dans le sens où il faut agir maintenant parce qu'il y a des populations qui sont en danger. Ils ne savent pas forcément. Mais même des activités économiques, au-delà de ça, c'est souvent l'économie qui prévaut sur tout ça. Bon, je vous remercie d'avoir défini quelques notions d'entrée. En tout cas, pour les auditeurs, c'est essentiel par rapport à cet épisode-là. Si on dézoome et on reprend un peu de recul, si on devait établir une petite liste des risques côtiers qu'on retrouve, que ce soit sur la Méditerranée ou sur nos côtes françaises, est-ce que tu pourrais m'en faire une petite ? Ouais, alors on va commencer tout d'abord avec le risque que tout le monde connaît, le tsunami, tout simplement. Donc un tsunami, c'est causé soit par un séisme sous-marin, en général de magnitude plus de 6, donc qui doit être localisé sous la mer ou à proche des côtes. Ça peut être aussi généré par une éruption volcanique sous-marine ou un affaissement du flanc d'un volcan, un glissement de terrain sous-marin et ou plus rarement l'impact d'une météorite. Mais c'est vrai. Et en fait, si jamais vous voulez savoir comment on doit réagir ou comment est-ce qu'on peut voir qu'il y a un tsunami qui arrive, ça se traduit par soit des secousses sismiques, on s'en sait tous, mais aussi le recul de la mer. Et aussi, les animaux ont tendance à aller dans les terres pour se protéger. Donc il y a ça. Et aussi, pour ceux qui disent « Ouais, j'habite en Méditerranée, il n'y a pas de tsunami », il peut y avoir des tsunamis en Méditerranée. Il y en a eu un en 2003 d'ailleurs, où les vagues elles étaient à plus de 2 mètres. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, on a les inondations, les submersions marines. Donc, dans le terme un peu gestion des littoraux, on a plusieurs types de submersions. Les submersions par débordement, donc c'est ce qu'on connaît, les inondations, etc. On a les submersions par franchissement de paquets de mer, donc c'est quand elles vont franchir quelque chose, comme une digue, etc. Ou alors rupture d'un système de protection. Voilà. Et pour moi, les inondations, submersions, c'est le résultat de l'équation montée des eaux, plus accentuation des tempêtes, plus artificialisation des sols, plus donc du coup imperméabilisation des sols et donc inondation. C'est vraiment une boucle sans fin. Réchauffement climatique, artificialisation des sols, c'est le résultat. L'inondation, c'est le résultat de tout ça. Ensuite, on a, comme on l'a mentionné, l'érosion côtière avec les glissements de terrain, l'effondrement. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie sur le littoral de San Diego, sur une plage noire, sable noir, où il y a des surfeurs qui sont en bas de la plage et ils filment. Alors, je sais pas comment ils ont fait, mais ils sont vraiment à 50 mètres et il y a un effondrement, mais de la falaise, quoi. C'est impressionnant. Même, je crois qu'au Royaume-Uni, quelques années, il y a eu un bel effondrement aussi, une maison qui est descendue. Donc voilà. Mais on est d'accord que l'érosion, c'est un phénomène naturel. Oui, c'est un phénomène naturel, mais qui est accentué par les activités humaines. Voilà, ça c'est un truc important à En fait, on fragilise clairement à la fois les littoraux par l'urbanisation, aussi en plus avec l'extraction de sable pour le BTP, donc on enlève du sédiment, et en fait croisé à la montée des eaux. Final, après, question de BTP, je pense que le sable est plus prélevé en haute mer. En haute mer, ok. Ouais, mais ça c'est un sujet, je ne sais pas trop, Oui, bien je ne sûr, vais pas trop m'avancer dessus. Voilà. Donc du coup, pour revenir, question glissement de terrain, effondrement, érosion. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la flèche de Spighet, mais il y a aussi une thèse qui est apparue pourtant en 2001, c'est il y a longtemps, côté de Varas-Plage encore. J'adore cette commune. Ils doivent me détester parce que j'en parle souvent. Mais en gros, cette thèse, elle a prouvé que, pareil, ils ont créé une digue en sortie de fleuve parce qu'en fait, cette commune, à gauche de cette commune, il y a la sortie du fleuve de l'Orbe. Et en fait, ils ont créé une digue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dynamiques hydrosédimentaires, elles passent par la mer, mais aussi l'apport de sable vient des fleuves de base aussi. Et en fait, ce qui fait que l'apport de sable, il est bloqué à la digue et il ne va pas nourrir la plage à droite, quoi. Du coup, il y a une érosion au niveau de la plage de Varas-Plage, quoi. Voilà. Parce que alors je suis vraiment pas du tout expert du domaine, mais si je comprends bien, la plage est censée être alimentée par l'océan, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que si elle s'alimente pas, ça veut dire qu'elle perd en gros ses apports et que automatiquement elle se dégrade, quoi. En fait, c'est ça en fait, mais de base, tu vois, ça serait vous mentir de dire que oui, il y a des plages qui sont en érosion naturellement. En fait, c'est juste, mais en fait, vu que ça fait une boucle, c'est un circuit. Il y a un apport, une érosion, enfin c'est un phénomène naturel, quoi. Et même quand tu vois les cartes d'il y a des milliers d'années, tu vois que nos terres elles n'étaient pas au même endroit, donc tout bouge. Et le truc c'est que nous on s'implémente à un endroit, mais on se dit pas que la terre elle bouge en fait. Là actuellement, avec le changement climatique qu'on vit, l'urbanisme qu'on connaît, qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale, la littoralisation de nos côtes en France, il y a vraiment une augmentation des risques côtiers.
Il y a une augmentation des risques côtiers due au réchauffement climatique, l'accentuation des tempêtes, etc. Et puis, du coup, en tempête, augmentation de la force du vent, augmentation du coup des vagues, augmentation. Enfin, c'est ça, c'est une boucle sans fin. Et en fait, au-delà de ça, oui, il y a une augmentation de ces risques par l'accentuation des tempêtes, mais aussi, du coup, par, comme tu as dit, la littoralisation de la population. Et on appelle ça aussi, à l'échelle internationale, le coastal squeeze, la compression côtière. Donc, pour vous donner quelques chiffres, en gros, aujourd'hui en France, 12% de la population vit sur le littoral, soit 4% du territoire métropolitain. En moyenne, c'est 113 habitants par kilomètre carré au niveau de la densité dans les communes métropolitaines. Et sur le littoral, c'est 365 habitants par kilomètre carré. C'est assez aberrant. Et sachant qu'en quasiment plus... x2, ça. Ah ouais. Et sachant qu'en plus, la construction de logements neufs en commune du littoral a augmenté de 3,5 fois. Enfin bref, oui, il y a une augmentation de la population au niveau littoral. Donc, je ne sais pas si c'est dû au Covid, mais je pense qu'il y a tout le monde qui a besoin d'air frais. Mais le problème, c'est que ça se fait pas de manière durable et intégrée. En fait, ça n'est pas réfléchi, cet aménagement. Et en gros, les scénarios pour 2040 indiquent une augmentation de la population de 4,5 millions d'habitants sur le littoral. C'est énorme. Donc, c'est ça qui pose problème. Après, on évoquera un peu plus les solutions. On va, dans cette première partie, continuer un peu le constat. Tu m'as évoqué qu'il y avait d'autres problématiques qu'on pouvait identifier sur un littoral. Tu m'as parlé de gestion des ressources en eau. Tu voulais dire quoi ? Ouais, même j'ai trouvé une autre... pour moi, les risques côtiers, c'est très large. Dans le sens où les risques côtiers, comme j'ai dit, c'est aléas en jeu et ça impacte du coup les vies humaines. Dans cet impact, il y a aussi les problèmes de salinisation des nappes souterraines, salinisation de l'eau. On n'en parle pas des masses et pourtant, c'est un impact énorme sur la santé humaine, mais aussi sur les terres agricoles, par exemple, qui sont proches du littoral. Donc, cette salinisation, elle peut se générer il y a plusieurs causes. Il y a les défauts de forage, les surexploitations. Par exemple, une fois de plus, Valras plage. Non, mais en vrai, c'est bête, mais je reprends cette commune tout le temps, mais il y a des faits, en fait, cette commune, la pauvre, quoi. En gros, la nappe astienne, donc c'est la nappe souterraine qu'il y a aux alentours de Valras, mais en fait, c'est dans l'Hérault, ça va vers même l'étang de Thau et Agde, etc. Elle a subi un défaut de forage. En gros, ils ont trop surexploité la nappe, et du coup, ce qui fait que, vu que la nappe, elle est proche du littoral, tu as la nappe souterraine avec l'eau douce d'un côté, la nappe avec de l'eau salée et saumâtre qui vient de la mer. Et en gros, vu qu'on a trop absorbé, en fait, on a aussi absorbé de l'eau salée. Et du coup, ce qui fait que, en gros, c'est comme une poche d'eau qui s'est percée. Et du coup, elle a été contaminée par. Donc en gros, elle est plus buvable, en gros, c'est ça ? C'est plus de l'eau douce. On peut la boire parce que une fois qu'on l'a prélevé l'eau, elle passe dans des usines de traitement. Et voilà, mais ça demande beaucoup plus de traitement chimique, etc. Et surtout, ça a contaminé tout le sol, en fait. Et au-dessus de ces terres, il y a des terres agricoles. Et c'est ça où ça pose problème. Eux, par contre, l'eau, on la filtre pas avant que... Et c'est ça le problème. Donc, il y a ça, il y a ces défauts de forage. Il y a aussi la salinisation par les voies aériennes, donc par apport d'embruns, on appelle ça. Et ça impacte plus les zones humides du littoral. Donc, les étangs, par exemple, on a l'étang de Vindre, la Camargue. La Camargue aussi, la Camargue, c'est différent parce elle a les deux, la pauvre. Elle a l'intrusion des salines par les nappes souterraines. Et voilà, l'étang de Vindre, ce qui se passe, c'est qu'il y a cet apport d'embruns, les inondations, etc. Et ce qui a été montré, c'est que la salinisation de ces zones humides, de ces milieux aquatiques, génère elle détruit la biodiversité dans le sens où il y a les roselières qui sont très importantes, qui permettent de purifier l'eau. Et en fait, ces roselières-là, c'est aussi des habitats pour des espèces avifaunistiques. On a je ne vais pas dire de bêtises. Là, on parle de plantes côtières. Ouais, voilà, en fait, c'est pas vraiment des plantes côtières, c'est des plantes c'est des plantes des zones humides. Okay. Les roselières, c'est très connu pour structurer surtout ces zones humides, si tu veux, parce que leurs racines permettent de structurer les milieux aquatiques, stabiliser, etc. Et en gros, la détérioration de la qualité de l'eau va venir détériorer ces roselières qui ne sont pas habituées du tout à la salinisation, et donc du coup impacter aussi les espèces comme le butor étoilé ou le héron pourpré, qui sont des espèces avifaunistiques protégées et en voie de disparition aussi. Donc au final, on se retrouve avec un impact sur les côtes, mais aussi toute la biodiversité qui va se rapprocher de ces côtes-là. Exact. Donc ça va être principalement de la biodiversité de la flore. Ou ça peut être aussi de la faune. Non, là, tu vois, c'est faune flore. C'est ça. La flore, c'est l'habitat de la faune. Donc forcément, ça impacte. C'est un impact directement. Et en plus de ça, de ce risque-là de salinisation des nappes souterraines, il y a le risque de la pollution chimique de l'eau, en fait.
Donc cette pollution chimique, je ne sais pas si vous êtes déjà allé l'été, vous baignez, que la baignade était interdite. C'était soit, en général, c'est souvent après des épisodes de pluie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les stations d'épuration, au moment de pluie, elles ont un stock d'eau. Et en fait, elles sont en surstockage. Du coup, elles déversent des quantités d'eau non traitées. Donc en plus de déchets macro, etc. Et ces déchets-là, ces eaux-là sont généralement déversées en mer et pas très loin des plages. Ouais. Voilà, donc par exemple, à la Vasse-les-Flots, de manière générale, quand il pleut pas, l'eau elle est traitée à 95%. Okay. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Il y a un peu de phosphore, nitrate, etc. Mais ça même, tu vois, les agriculteurs se battent pour récupérer ces eaux traitées pour pouvoir les réutiliser. Mais en gros, ce qui se passe quand il y a des épisodes de pluie, l'eau elle est évacuée et c'est des polluants. Et c'est pour ça qu'on ferme les plages. C'est parce que ça peut atteindre aussi la santé humaine, etc. Puis après, il y a les fuites de pétrole suite à des naufrages. Il y a la pollution plastique avec les pellets, là, ce qu'on a vu toute la côte atlantique, les plages qui étaient fournies de des petites billes de plastique blanche. C'est des billes qui servent à produire des objets en plastique, des billes industrielles, de plastique industriel. J'avais vu partout le long des plages corses. Ouais. Alors c'était étonnant, je pensais pas du tout retrouver autant de déchets marins. Et ça, c'est dû du coup à des naufrages, des cargos qui s'échouent, tout ça. Ou même, ça peut venir même de l'intérieur des terres. Oui, après, avec tout ce qui vient avec le tourisme, toi, avec les calanques, ça, il peut y avoir des choses étonnantes. Les calanques, justement, là, plus maintenant. Commencent à faire un gros travail de réduction du tourisme, quand même. Ouais. En fait, réduction du tourisme par rapport au côté terrestre, oui. On a une calanque qui est sous réservation en été, la calanque de Sugiton. Et au niveau maritime, on va commencer à faire quelques petits trucs aussi. Je pourrais un petit peu en parler. On en parle après une petite pause musique. Je me permets une dernière question quand même, parce que on n'a pas trop parlé de l'élévation du niveau de la mer. Ouais. Enfin, un petit peu, mais c'est pas forcément le principal risque. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est estimée à l'heure actuelle ? Est-ce que tu connais la réponse ? Peut-être pas. Oui. Et après, est-ce que vous, en tant que professionnel du littoral au Parc National, est-ce que c'est un vrai sujet pour essayer de faire une adaptation qui soit cohérente avec le futur ? Alors, en termes de chiffres, déjà, oui. Le GIEC a répondu, mais en fait, c'est là aussi, c'est assez marrant parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré des résultats différents. Dans tous les cas, les études montrent qu'il y a une augmentation de l'eau, certes. Le GIEC montre que dans le pire des scénarios, on a une augmentation de, je crois que c'est 1 mètre d'ici 2100. Donc les gens disent, c'est 1 mètre, c'est pas beaucoup, sauf qu'un mètre, en fait, c'est énorme. Ça a un impact, c'est... Je sais malheureusement pas vraiment l'expliquer, mais en gros, vu un mètre, c'est pas 1 mètre de... C'est 1 mètre de hauteur, en fait. C'est pas 1 mètre de long. Donc, c'est là où ça diffère, en fait. Mais il y a comme j'ai dit, il y a des chiffres qui diffèrent dans le sens où il y a des études qui montrent que ça peut augmenter à beaucoup plus. Et comme je l'ai dit, c'est des prédictions. Non, c'est des prévisions. C'est pas des prédictions, justement. C'est la différence. Il faut vraiment faire la différence avec ça. C'est des phénomènes que malheureusement, on a des difficultés à quantifier en fonction des activités humaines, de la fonte des glaces, de la dilatation des molécules d'eau et de l'érosion aussi. Puis même ce que tu disais par rapport à la montée des eaux, c'est qu'un mètre, quand on sait qu'il y a des communes entières qui sont au niveau de la mer ou en dessous, on va se retrouver forcément avec un impact colossal. Donc c'est vrai que les gens ne le voient pas, ce côté-là. C'est dans le sens où ils se disent 1 mètre, c'est que c'est absolument rien. C'est ça où je t'ai dit aussi, la problématique, le frein qu'on rencontre aujourd'hui, c'est les perceptions. On a du mal à se sentir vulnérable, à se sentir concerné par ces risques côtiers. Et pourtant, ça nous touche tous. Avant de passer à la petite pause musique, est-ce que tu as des derniers exemples au niveau de la biodiversité ou... Pour la biodiversité, après oui, c'est moins l'impact des risques côtiers qui impactent la biodiversité. Je peux te donner l'exemple au Parc National des Calanques. On a ces beaux herbiers de Posidonie qui produisent 14 litres d'oxygène par mètre carré. C'est le poumon de la Méditerranée. C'est une production d'oxygène plus forte que les forêts. Et on n'en parle pas assez, je trouve, malheureusement. Ouais. Et en gros, ce qui se passe, c'est que, bizarrement, il n'y a pas d'études qui prouvent que le réchauffement climatique, le réchauffement de l'eau, l'acidification ou quoi, a un impact sur ces herbiers-là. Il n'y a pas encore d'études. Il y a quelques études qui ont essayé de prouver, mais le problème, c'est que leur échantillonnage était trop faible. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'impact sur les herbiers de Posidonie au niveau du réchauffement climatique. Par contre, ce qui impacte ces herbiers-là, c'est l'activité humaine directement. Ça va être, par exemple, les gens vont venir en bateau et vont venir ancrer, du coup, dans ces herbiers. Et du coup, en ancrant dans ces herbiers, ils vont arracher
tous ces herbiers. Et voilà, c'est ça la première impact, la pression humaine, c'est les ancrages. On a vraiment une baisse de l'espèce, actuellement. Oui, alors il y a une baisse d'espèces. Il me semble que c'est dans le parc national des Calanques, c'est une 10% depuis 2011, quelque chose comme ça. Malheureusement, j'ai plus les chiffres en tête. Il me semble que je crois que j'ai les chiffres qui me reviennent en Méditerranée depuis 1969. Je crois que c'est une réduction de 40%. On est sur quelque chose quand même d'assez énorme. Ouais. Et pourtant, et ce qui est ouf, c'est que les herbiers, ça représente que 1,1% de la Méditerranée. Et ça abrite 4 à 8% des espèces marines du monde. C'est fou. Du monde ? Ouais. Ah ouais. C'est absolument incroyable. Ok. Sans comme tu évoquais également, la captation de carbone. Quoi. Donc, c'est ça. Et bien, pour finir sur ces très bonnes nouvelles, on passe à une petite pause musique. À tout à l'heure. Sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Red
Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Héloïse, notre invitée, et Victor, où on parle des enjeux littoraux, hein, et plus précisément des risques côtiers. On va repartir sur le lien entre l'homme et l'environnement. Que doit-on faire au niveau politique pour devenir résilient face à ces risques littoraux ? C'est une très bonne question. Alors non, mais j'ai longuement réfléchi parce que c'est vrai que moi, vu que je travaille avec la Commission européenne, etc., je suis très engagée politiquement, j'ai fait Sciences Po, enfin voilà. Mais tu vois, je me dis, politiquement, c'est difficile de réfléchir comme ça, parce que si on dit qu'il y a uniquement la politique, quand on dit politique, c'est pour moi le gouvernement, etc. La réglementation, ouais. Tu vois, pour moi, c'est à toutes les échelles qu'il va falloir bouger. Dans le sens, à l'échelle politique, c'est la réglementation, clairement, durcir la réglementation. Il y avait aussi les manques de financement, financer ces projets de recomposition spatiale, indemniser les personnes qui sont sur les zones à risque le plus possible. Je dirais que c'est accentuer la réglementation au maximum, quoi, pour justement limiter l'aménagement de territoire, qu'il y ait des constructions encore sur le littoral, en fait. Ça, c'est des choses qui sont plus possibles aujourd'hui. Mais il y a des choses qui ont été faites c'était la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, etc. Il me semble que c'est le décret qui a, en mettant en lumière les 126 communes qui sont à risque sur le littoral par rapport au risque d'érosion, etc. Bon, le risque d'érosion, on le verra un peu plus tard, mais en fait, c'est vrai que tout à l'heure, je parle de risque d'érosion, mais dans la législation, l'érosion n'est pas un risque. Il n'est pas considéré comme un risque. Du coup, ce qui fait que les gens ne sont pas indemnisés, etc. Et que ça a été, au niveau juridique, ça a été très absent, cette notion-là. Ça veut dire que des personnes actuellement qui vont déménager de leurs habitations, par exemple, au bord de, une côte bretonne, une côte qui est soumise à l'érosion, ces personnes-là, ils ne sont pas indemnisées. Si jamais il leur arrive quelque chose, pour le moment, non. Mais est-ce que c'est pas aussi une question d'assurance alors à ce moment-là ? Et justement, c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'ils sont pas assurés, parce que l'érosion n'est pas considérée comme un risque naturel, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Par contre, si c'est une inondation, etc., oui. Mais, c'est incroyable. Voilà, il y a ça. Et la réglementation, il a été fait, du coup, avec le décret, justement, qui a mis en lumière ces 126 communes. Si tu veux, aujourd'hui, maintenant, ce qui a été fait, c'est que si tu veux acheter un bien au bord de mer, etc., l'agence immobilière, le bailleur, doit quand même te dire que, attention, cette habitation, elle est susceptible que dans quelques années, elle peut disparaître à cause de l'érosion. Mais elle le dit juste. Il faut juste que la personne soit au courant que sa future habitation est à risque. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas d'interdiction. Pas d'interdiction. En fait, il y a un droit de préemption, mais là, on rentre vraiment dans l'ordre du juridique et je n'ai pas assez potassé ça en réalité. Mais non, il y a pas. Enfin, il y a des zones où c'est interdit de construire par rapport aux inondations, etc. Mais même aujourd'hui, à Valras-Plage, l'immeuble qui se construit de 10 étages, elle est sur une zone inondable, à 100 mètres de la plage. Il y a un problème, quoi. Mais non, voilà. Il y a monsieur le maire de Valras-Plage qui rentre, bonjour. Bonjour. Bonne blague, vite. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui, vu que le fait que dans la législation, l'érosion n'est pas considérée comme un risque naturel et ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut parler de la loi littorale ? Je ne sais pas si tu connais un petit peu. Oh oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire est-ce qu'elle est bien faite, est-ce qu'elle doit être changée ? Oh là là. Il faudrait En fait, le problème de la loi littorale, c'est que c'est une loi qui est manipulée comme on le veut. Dans le sens où c'est juste une loi en fait et en fait c'est un mix de tous les codes de l'urbanisme, de l'environnement, etc. Donc elle n'a pas vraiment d'impact. Ouais. Mais en vrai j'aurais aimé peut-être c'est ça un peu plus la loi littorale parce que ça vraiment c'est... En fait, elle est soumise à interprétation. En fait, c'est ça. En fait, elle est soumise à interprétation constamment. Si tu veux, à chaque juridiction, il y a une interprétation qui est faite, etc. Mais elle est manipulée comme on le veut. Malheureusement, elle n'est pas assez solide. Elle n'a pas un vrai poids réglementaire. C'est une loi, donc oui, mais vu qu'elle est sujet à interprétation, comme tu me dis, non, elle peut être modifiée, elle peut varier, quoi. C'est vraiment en fonction du contexte. Par exemple, en fait, ce qui s'est passé avec Valras-Plage par rapport à cet immeuble, on a le permis de construire a été admis et en fait a été un peu caché, si tu veux. Donc normalement, tu as 3 mois ou 2 mois pour, dès que le permis de construire est affiché, pour en tant que citoyen... Avoir des recours. C'est ça, porter recours. Et nous, en fait, le problème, c'est qu'on était en retard.
Donc du coup, on a quand même porté recours en disant que c'était un immeuble de 10 étages en bord à 100 mètres de la plage, la loi littorale, etc. Plus le fait que la population n'a pas été concertée pour cet aménagement. Dans le fond, on a été reçu. Dans la forme, non, parce qu'on a été en retard. Donc tu vois, c'est ce genre de truc, c'est que la loi littorale avait tout son droit, on était bon, mais parce qu'on était en retard, non. Mais justement, la loi littorale autorise ce type d'aménagement. Si Ah là, jamais ouais. ils ont pas parce Ouais, que c'est toi ça. tu es avec ton association ou je ne sais pas, C'était le collectif de sauvegarde de Valras-Plage, Vindre et Sérignan. Donc là en l'occurrence, tu voulais porter un recours avec ce collectif, mais la loi littorale autorisait ce type d'aménagement. Ah, pas l'autoriser directement, mais vu qu'elle est trop faible, ouais. Donc actuellement, on se retrouve en termes de... Tout à l'heure, on a évoqué un peu les solutions en disant mesures, on est presque dans des mesures d'urgence, des mesures d'évitement. Mm. Donc on voit que, par exemple, le tourisme dans les calanques, on va interdire les touristes. Là, actuellement, j'ai l'exemple, ça n'a rien à voir, mais c'est important de voir qu'en fait, on est tout le temps un peu dans l'urgence. On a évoqué les digues tout à l'heure qui vont bloquer donc l'arrivée de l'eau, qui va créer de l'érosion potentielle. Là, j'ai un autre exemple. J'ai vu là cette semaine qu'il y avait la destruction d'un site très connu sur la côte océanique. On l'appelle c'est l'immeuble Signal à Soulac-sur-Mer, si je me trompe pas. Donc en fait, on agit, mais en fait, on agit juste constamment dans l'urgence. C'est exactement ça. Et je suis très contente que tu parles de cet immeuble Signal parce qu'en effet, c'est le symbole de l'érosion, en fait. Et pour la petite histoire, du coup, tiens, je vais vous raconter l'histoire de l'immeuble Signal. En gros, dans les merci. Dans les années 60-70, l'immeuble Le Signal devait être le premier d'une série et finalement, sera le seul car l'État a finalement renoncé de bétonner toute la côte. Dans les années 90-2000, la mer avance régulièrement et des travaux ont été réalisés constamment pour réensabler la plage et défendre l'immeuble contre l'avancée des eaux. En 2004, la résidence Le Signal est classée en zone rouge. En 2011, le maire prend des mesures pour surveiller l'évolution du trait de côte et prévoir l'évacuation de l'immeuble si la mer s'approchait à moins de 20 mètres du bâtiment, mais refuse toute intervention pour des problèmes financiers, parce que les travaux, c'est trop cher. En 2013, le syndicat des copropriétaires de Signal demande des travaux pour assurer leur mise en sécurité en vue du rapport d'expertise qui a été fait sur l'immeuble du coup, qui est classé en zone rouge. Le maire utilise la législation des immeubles en ruine pour mettre à la charge des propriétaires la destruction du bâtiment. Mais l'État refuse. Merci l'État. En 2014, le maire ordonne l'évacuation de l'immeuble, sans limitation de temps, sans aucune mesure de protection, en utilisant la loi Barnier. Donc la loi Barnier, c'est une loi qui a été adoptée en 1995 et en fait qui permet justement d'indemniser les personnes si elles sont sujettes à des risques côtiers, inondations, etc., si leurs habitations est détruite par exemple. Et donc du coup, elle permet d'exproprier les propriétaires exposés à des risques naturels majeurs et du coup de les indemniser comme j'ai dit. Sauf que au niveau de l'État, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil d'État a refusé de considérer que cette procédure d'expropriation parce qu'elle considérait qu'il n'y avait aucune vie humaine qui était menacée, et surtout parce que l'érosion côtière n'est pas un risque côtier, n'est pas un risque naturel. On y revient. Ouais, elle n'est pas considérée comme un risque côtier. Parce que du coup, selon la loi, selon le projet de loi du 10 février 2021, donc du coup selon le ministère de la Transition écologique, l'érosion du trait de côte ne peut être strictement assimilée à un risque majeur dans la mesure où ce phénomène est prévisible. Il est certain qu'il va survenir et il est possible de prévoir son occurrence. Réponse des scientifiques. Non. Non, c'est comme j'ai dit, c'est un phénomène qui n'est pas prévisible. Et on peut faire des prédictions, donc des scénarios, mais on ne peut pas prévoir son occurrence en fait, parce que ça dépend de la qualité de la côte, ça dépend si c'est une côte meuble, donc une côte sableuse, ça dépend si c'est une côte rocheuse, ça dépend du vent, ça dépend de la tempête, etc. Et ce qui est intéressant, en fait, pour finir un peu l'histoire du immeuble Signal, en 2019, le Parlement a quand même voté une indemnisation à la hauteur de 70% des biens de ses appartements, mais c'est un vote à titre exceptionnel, quoi. Et ce qui est ultra intéressant avec cet immeuble, c'est qu'en fait, au-delà du fait qu'il révèle le fait que l'érosion n'est pas considérée, le recul du trait de côte n'est pas considéré comme un risque naturel, en fait, c'est un dossier symbolique parce que c'est aussi les premiers réfugiés climatiques en France. En fin de côte. Donc voilà. En fin de côte, c'est joli. En fin de côte.
Je veux juste faire une petite remarque sur le. Ça me fait penser à la catastrophe de la vallée de la Roya qui a eu lieu il y a quelques années, en 2020, je me souviens plus exactement. Où en fait on s'était rendu compte que les seules habitations qui avaient été impactées par donc, le débordement du fleuve, c'était les habitations qui étaient construites le plus récemment. Et en fait, qui prenaient pas en compte et qui étaient beaucoup trop bas par rapport au niveau du fleuve. Et en fait, on se rend compte un peu avec cet immeuble-là qu'en fait, c'est vraiment que les habitations d'antan, on va dire, avaient connaissance de ce risque et en fait ne risquaient pas justement de construire à des endroits qui étaient les plus où il y avait la plus de probabilité de problématiques quoi. C'est ça en fait. Enfin, le truc c'est que on le sait qu'il y a ce risque côtier. Enfin, quand on vit au bord de la mer, on sait qu'il y a des vagues, on sait qu'il y a des coups de... Nous, en Méditerranée, on appelle ça des coups de mer quand il y a un peu de tempête. En océan, c'est juste des vagues. mais on est au courant. Mais le truc, c'est que je pense que les gens, c'est vraiment ce souci de perception, de ne pas se sentir vulnérable, en fait. À partir du moment où tu te sens pas vulnérable, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, ça arrive, allez, il va y avoir un peu d'eau sur la terrasse, mais c'est tout. Attends, si on voit que ça fait, sur l'échelle de l'humanité, on voit que la littoralisation est vraiment un phénomène extrêmement récent. Ouais. D'aller autant au bord d'une côte, c'était pas un phénomène... Enfin, en tout cas, ils n'allaient pas... Non, parce que de base, le littoral, et même c'est pour ça que ça a mis du temps à rentrer dans la législation, le littoral, c'était vu comme quelque chose de péjoratif. C'était pas... c'était un truc, c'était en gros les pauvres, tu vois. Ouais. Ou alors, c'était très... les activités, les ports, les commerces, Ouais. etc. à l'ancienne, tu vois. C'était plus ça. Mais là, je remonte à temps de Christophe Colomb, quoi. C'est très long. Et puis après, il y a eu la romance. Donc la mer, c'était voilà, dans les poèmes, etc. Ça a apparu dans la littérature un peu comme ça. Et après, avec les risques côtiers, l'urbanisation, etc. Et surtout l'effet de mode, en fait, pour relocaliser, là, par exemple, l'objectif de la mission Racine, d'artificialiser tout le littoral de l'Occitanie, c'était aussi une question économique pour venir enrichir cette région. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien de base. Tu nous as parlé en off, Héloïse, de l'économie bleue. Est-ce que tu peux la définir, s'il te plaît? Alors, l'économie bleue, il y a deux manières de définir l'économie bleue. Il y a la manière où on voit l'économie bleue un peu de manière utopique, dans le sens où l'économie bleue répond à l'économie rouge de l'ère industrielle et complète l'économie verte, développement durable, etc., en s'inspirant des écosystèmes marins pour du coup développer des activités maritimes de manière à concilier la préservation de la biodiversité marine. Donc ça, c'est une définition de l'économie bleue. Et puis, il y a l'autre définition de l'économie bleue qui consiste à... en fait, l'économie bleue, ça rassemble l'ensemble des secteurs maritimes, le transport maritime, la croisière, navigation de plaisance, les énergies marines renouvelables, l'aquaculture, la pêche, le tourisme côtier. Voilà. Donc maintenant, peut-être vous poser une question à vous aussi. Est-ce que ces secteurs maritimes, à votre avis, concilient leur développement avec la biodiversité marine? C'est une très bonne question. J'ai une petite idée de la réponse, mais je ne m'y risquerai Voilà. pas. Donc, Je dirais que ça dépend quelle activité, peut-être, mais je Bah, pense que dans tous les cas, elles sont impactantes. c'est ça, elles ont tout un impact en fait. Donc il y a des choses qui sont faites à petite échelle, etc. Mais et même à grande échelle, par exemple, il y a la zone ECA, donc la zone à faible émission de soufre, qui va être créée en Méditerranée pour les bateaux. J'ai plus trop les chiffres, mais en gros, les bateaux dans leur cheminée, donc les bateaux de croisière, les gros bateaux de transport, dégagent du soufre, du coup, qui est une première source de cancer. Et aussi l'acidification des océans et de la mer. Et en gros, il y a une zone qui va être créée où les bateaux vont être obligés de diminuer leur quantité de soufre. Donc voilà, cette zone, elle existe déjà dans le nord, je crois. Oui, dans le nord, elle existe côté Suède, etc. Mais c'est tout récent en Méditerranée. De toute façon, ça sera mis en place, je crois, d'ici 2050. Ça commence quand même sur parce que toi, t'es sur Marseille. Il y a quand même, sur Marseille, ça bouge hein, quand même, parce qu'au final, entre les calanques qu'on a évoquées pour le tourisme, mais aussi sur le port, où ils voulaient interdire l'accès à certains bateaux, je crois, monsieur le maire. Ça, je ne suis pas au courant. Ouais. Par contre, je sais que dans les développements par exemple, du transport maritime, il y a l'électrification de certains bateaux. La méridionale, par exemple, je sais qu'il y a des branchements à quai. Mais voilà, c'est quand même la consommation d'électricité. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi les fausses bonnes solutions du style le GNL, le gaz naturel liquéfié. C'est un gaz, quoi. Ouais. C'est l'énergie fossile. Donc, voilà, il y a des fausses bonnes solutions. Puis après, il y a des solutions comme Windcop ou Grincel qui ont mis en place ces compagnies qui ont mis en place des transports maritimes à voile.
Ouais. Donc voilà, tu vois, même il y a un projet, je crois que c'est SailCop, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui va mettre en place un vol de kitesurf énorme pour un bateau, un transport, un cargo en fait, pour que le bateau puisse se déplacer à voile. Ouais, ils n'avaient pas fait aussi des transports entre. Il y en a quelqu'un qui voulait essayer, j'ai vu ça dans un truc avec Élise Lucet sur France 2, où le mec veut déplacer du chocolat. C'est Grain de Sail. Ah voilà, ok, d'accord. Les Grain de Sail, eux, ils ont ce que j'ai reçu dans mon podcast du coup, et super intéressant. Et en fait, eux, ils font de la production de chocolat au café. Ouais. C'est eux qui produisent et ils font aussi le transport. Ouais. Donc c'est une production éthique, ils font agriculture biologique, etc. Ils font le transport du coup avec un bateau à voile. Et le chocolat, genre, il faut hypothéquer la maison pour le manger après, à l'achat, vous pensez ou pas? Alors, Genre... en vrai, mais non. je me Non, suis- en vrai, on va dire les termes. Oui, c'est un chocolat qui est plus cher que d'habitude. Oui, mais et forcément. et en fait, mais c'est ça aussi. On pourrait non. en faire un autre podcast, mais c'est vrai que se dire parce que oui, s'il faut. En fait, c'est ce genre de développement, de transport maritime plus durable, etc. Ça va avec aussi un bouleversement des mentalités. Consommer moins, consommer mieux. Mais en fait, ça serait utopique de se dire que tout le monde pense comme ça. Nous, on Oui. est dans une bulle. On Oui. sait que oui, consommer moins mais mieux. Mais moi, j'ai des potes, ils sont pas du tout dans ce monde-là. Dire, mais non, il coûte 3 balles ton chocolat. Oui, voilà. Je peux pas, quoi. Ouais. Donc voilà. Alors, je te propose qu'on fasse un peu le bilan sur le sujet. Tu as également parlé en off de l'importance de la prospective dans le traitement de ces problématiques du littoral. Peux-tu m'en dire plus? Ouais, alors la prospective, c'est un truc, je trouve ça génial parce qu'en fait, je pense qu'on l'a tous. En fait, on fait tous de la prospective sans s'en rendre compte et on en fait depuis notre plus jeune âge. Tu sais, quand tu parles et tu t'imagines d'un monde, ouais, et si plus tard c'était comme ça et on pourrait faire comme ça. En fait, c'est à partir du moment où on met un si dans une conversation, on fait de la prospective. Et en gros, la prospective aujourd'hui, ça peut nous aider à prévenir des enjeux futurs. Par exemple, avec des tendances actuelles, monter les eaux, etc., on peut prévoir le fait qu'il y ait une recomposition spatiale, etc. Et la prospective, ça va au-delà de juste s'imaginer qu'est-ce qui peut se faire. En fait, ça peut aller au niveau politique, qu'est-ce que ça peut engendrer, au niveau économique, qu'est-ce que ça peut engendrer, au niveau social, environnemental. Ça croise vraiment tout. Et par exemple, il y a le ministère des Armées qui a réuni un collectif d'écrivains pour l'aider à prévenir l'avenir de la défense. Par exemple, Ouais, en France. les guerres du futur. Ouais, et c'était regroupé au sein de la Red Team, ils appellent ça comme ça. Et en gros, ces scientifiques, enfin non, c'est pas et en fait, si, c'est scientifiques de sciences sociales, en fait. Ces écrivains ont élaboré des scénarios futurs, donc par rapport à la défense, à l'armée, etc. Et en fait, ces scénarios ont jamais été publiés, pour la simple et bonne raison que certains scénarios sont avérés être vrais. Mais je veux dire un truc, Tintin, tout le monde connaît Tintin, Ouais. la fusée, c'est de la prospective. Ouais. C'est des choses bêtes, mais voilà. Mais aujourd'hui, du coup, ces études de prospective, par exemple, moi, au sein du Plan Bleu, qui est le plan d'action régional, un plan d'activité régionale pour la protection de la Méditerranée, qui est basé à Marseille, j'ai fait de la prospective sur la ressource en eau. Donc, qu'est-ce qui peut se passer d'ici 2050 ? C'est le projet EMET 2050 d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici 2050 pour la ressource en eau ? Qu'est-ce que ça peut engendrer ? Et en fait, tu vois que tu peux aller très loin en fait sur le bout. Si tu tires le fil, tu peux aller sur des crises migratoires, sur renforcement des inégalités hommes-femmes, sur vraiment plein de trucs. Alors que toi, tu étais juste parti sur le fait que y a une surexploitation de l'eau. Où est-ce que ça peut venir ? Mais ça peut aller très loin. Et c'est ouf. C'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui ont reproché ça à Christophe Béchu, si je ne me trompe pas, qui est notre ministre de l'écologie, qui a évoqué récemment cette semaine qu'il fallait faire un plan à plus 4 degrés. Ouais, j'ai vu ça. Donc à la fois, je critique le fait que, en fait, ça y est, en fait, c'est acté, on part sur plus 4 degrés en 100 ans, donc c'est bon, on s'en fout, on trouve aucune solution pour essayer de limiter ça. Donc ça, je comprends qu'on puisse reprocher ça. Par contre, je trouve intéressant l'idée dans l'imaginaire De s'y préparer, quoi. Voilà, de s'y préparer. Ouais. À quoi il a demandé à des gens, donc il a demandé à des cabinets du bureau d'études de travailler sur un plan, sur un imaginaire en fait. Qu'est-ce que ça va ressembler le monde à plus 4 degrés ? Ça, je trouve que c'est pas si mal de faire ça. Ouais. C'est important, je pense, d'être toujours dans cette idée d'anticipation et de voir à quoi ça va ressembler. Et C'est ça. peut-être en faisant ce travail-là, ça va peut-être permettre d'accélérer sur certaines choses. En plus, si c'est lui qui l'a demandé et qu'au final, on lui rend un rapport en lui disant, bon, va falloir Ouais. se bouger les fesses. Ouais. Ouais, Oui, je pense c'est que obligé. ça... Mais oui, après, je suis d'accord avec toi. Enfin, on peut leur reprocher tout et n'importe quoi au gouvernement. Ça, voilà, c'est bien qu'ils aient fait ça. Mais Ouais. c'est pas assez. Non, c'est pas assez, clairement pas.
Sinon, avant de conclure sur ce sujet-là, toi, tu as l'air quand même quand on a évoqué l'économie bleue, quand on a évoqué en fait le lien entre l'homme et ses enjeux littoraux, dans ton ton, tu as l'air quand même pessimiste. C'est-à-dire que tu sens que ces enjeux, c'est en fait tout simplement les activités humaines ne pourront jamais être vertueuses. En tout cas, quel est ton regard sur ça en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lâcher ces zones-là? Alors, moi, je rêve d'un monde vraiment de prospective. En fait, tu vois, c'est un peu le problème qu'on a au Parc national des Calanques. Je discutais avec une amie qui est très écolo, qui est très... mais si tu veux protéger les calanques, t'as qu'à les interdire. Je dis, ouais, mais tu peux pas interdire aux personnes de voir quelque chose qui est beau, parce que ça contribue à sensibiliser, en fait. Et je pense que c'est un peu le truc aujourd'hui humain de se dire, à partir du moment où on n'est pas touché, on n'est pas concerné. Tu vois, c'est vraiment un truc d'être vulnérable. J'ai un côté qui est pessimiste parce que du coup d'un côté il y a des moments où je suis ultra positive, tu vois, quand on discute ensemble, on est tous au courant, on fait des choses chacun de notre côté, on est dans une sorte de bulle, tu vois. Même moi, quand je suis dans le monde de la mer au Parc national des Calanques, tout le monde est sensibilisé, je me dis ça va bouger. Mais quand tu sors de là, tu te dis ah ouais, il y a du travail à faire, il y a vraiment du travail. Moi, quand je reviens dans mon petit village où les gens bossent pas du tout dedans, ils apprennent des choses, quoi. Et je me dis, mais mince, pourquoi vous apprenez ça que maintenant, en fait? Parce que vous êtes concernés, il y a des choses. Et puis, il y en a plein qui se disent, mais c'est juste moi. Tu vois, c'est juste moi, ça va rien faire. Je marche sur la dune, mais c'est juste moi. Ouais, mais le problème, c'est que tu vois, il était juste là, il y a le gamin là-bas qui te regarde faire, il va faire pareil. Et en fait, rebelote. Je pense que la chose qu'on doit faire, c'est montrer l'exemple sans contraindre les autres. Ça, c'est un truc que j'ai appris aussi avec le temps, dans le sens où il y a ce moment où, tu sais, je suis rentrée en études sup, révolution, mes parents, je leur faisais vraiment la morale. Dès qu'ils achetaient de la viande supermarché, vraiment premier prix, tu savais pas d'où ça venait, etc. Et puis même consommation, ils prenaient la voiture pour tout et n'importe quoi. L'achat de ce que j'ai une petite sœur, du coup, elle mange des goûters qui sont emballés dans n'importe quoi, tu vois. Donc, t'es en mode, ouais, voilà. Bon, là, c'est vrai que je pars plus sur la consommation, mais même de manière à agir de manière générale, parce que l'impact, tout ce qu'on fait, nous, en termes de consommation chez nous, même si c'est à des centaines de kilomètres de la côte, a un impact sur le littoral, la mer, etc. Et en gros, le truc, c'est que à force de contraindre ces personnes-là, à force de leur... Ouais, c'est bête, c'est dire, contraindre dans la manière où comment dire, t'y vas fort, tu vois. Tu les aides pas, en fait. Tu les braques. Tu les braques. C'est clairement ça, en fait. Tu les braques et ils te répondent en plus avec des arguments. Des fois, tu sais pas quoi dire parce que t'es un peu... voilà, mais... Non, le truc, c'est qu'il faut les accompagner et leur montrer qu'ils sont concernés. Alors, de quelle manière? Je la cherche toujours. Eh ben non, tu l'as trouvé, puisqu'on va parler de ton super podcast. Qui permet de sensibiliser un petit Quel peu. relais. Ouais, franchement, Qui c'est permet de incroyable. sensibiliser un petit peu sur le monde de la mer et de la mer Méditerranée ou peut-être autre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors d'abord, je te félicite pour ce relais incroyable. J'essaie de l'entraîner. Il avait vu l'horloge qui tournait, t'as eu raison. Il n'y a pas de coupure au montage, hein, vraiment, c'était Non. pur naturel. Alors oui, mon podcast, du coup, c'est un podcast qui parle de la mer et des gens qui l'entourent, dans lequel j'interviewe des personnes passionnées et passionnantes, engageantes du monde de la mer, que ce soit des experts du monde de la mer, des gens qui innovent, qui ont des projets, ou même des chercheurs. Là, aujourd'hui, du coup, j'ai interviewé Bastien Taromina qui m'a parlé de manière ultra passionnante de l'impact des câbles sous-marins des éoliennes offshore. Enfin, pour les gens qui vont dire ça, ouais, je trouve ça passionnant. Ouais, ça m'intéresse. Et puis, ouais, ça répond surtout, ce podcast, il est là pour répondre à ma grande curiosité. Parce que moi, j'ai le truc d'être hyper active et de me poser une centaine de questions. Je fais de la prospective constamment dans ma tête, justement. Et en fait, à côté de mon travail, j'avais pas le temps, en fait, de faire des recherches. Parce que j'adore faire de la recherche, j'adore faire des études. Je me suis même demandé, je me pose toujours la question si je devrais faire une thèse. Mais le problème, c'est que j'avais pas le temps parce que la mer, c'est tellement quelque chose de vaste. Le littoral, tu vois, toutes ces questions, il y a tellement de controverses, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et moi, j'ai l'intime conviction de me dire que toutes les réponses existentielles qu'on se pose aujourd'hui sur notre planète, pourquoi on est là, etc., toutes les réponses, elles sont dans le fond des océans. Je sais pas, enfin, si, je sais, parce que c'est la mer, en soi, elle a toujours été là, de toutes ses formes, en forme gaz, etc. Et toutes les réponses, On elles vient sont tous de là. Hein. On vient tous de là, c'est ça. Ouais. C'est... On préfère aller regarder les étoiles, au niveau des étoiles.
Non, vous n'avez pas compris. Bon, je sais pas au niveau de l'espace, quoi. On va dans l'espace Ah oui. constamment. Ah. Non, Ouais, parce qu'on reproche beaucoup aux gens d'aller toujours vouloir aller visiter de nouvelles planètes alors qu'on connaît pas nos fonds marins. c'est ça. Donc, Et en plus, le truc aujourd'hui, c'est qu'on Merci connaît, d'avoir rebondi. on connaît plus l'espace et la Lune que la mer et les fonds marins, en fait. Mm. Et c'est ça qui m'impressionne, alors que pourtant, c'est plus accessible. Enfin, Rap- non, en fait. Pardon, je t'ai coupé, c'est pas plus Ouais, accessible. c'est- C'est un milieu assez hostile et tout, mais voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour pouvoir du coup répondre à ma curiosité. Qui est donc disponible sur toutes les plateformes et que nous conseillons vivement. Merci beaucoup, Victor. On fait une seconde petite pause musique et on se retrouve juste après pour les dernières questions personnelles. À de suite. Eh, excuse-moi, est-ce qu'on peut parler 2 minutes? Ce sera pas long, je te promets. Après, je disparais. Il fallait juste que je te parle de quelque chose, et je me connais, si je le fais pas maintenant, je vais encore me défiler et m'en vouloir. Voilà, j'arrive pas à te sortir de mes pensées. Je peux pas te le dire autrement. En même temps, c'est pas très compliqué, je pense que tu comprends. Je suis désolé si c'est un peu direct, mais je me dis qu'on a qu'une vie, qu'elle est trop courte, trop fragile. Et puis, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, non? Je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où ça vient, je pourrais pas te l'expliquer. Et je comprendrais que tu me prennes pour un dingue, je t'en voudrais pas. C'est juste que quand je te vois, ça fait des flashs dans ma tête, il y a des images qui se répètent en boucle. Et j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je nous vois danser au ralenti sur du rub-a-dub et toi tu me déposes des mots précieux au creux de l'oreille. On se regarde droit dans les yeux, on veille jusqu'au lever du soleil. Je nous vois sortir, marcher, boire et partir sans payer. Tirer des plans sur la comète et faire l'amour, les fenêtres ouvertes. Alors je vais pas te mentir, sur le marché je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Parce que je suis bancal, menteur, pas fiable, jamais à l'heure. Mais si tu veux, je peux me faire boxeur, voleur, chauffeur, docteur, serviteur, dresseur de lion. Je vais pas te mentir, tu pourras forcément trouver mieux. Parce que je suis maladroit, nerveux, égoïste et coléreux. Mais si tu veux, je peux être souriant et même heureux, poli, généreux, et écrire des morceaux moins teigneux, ou même des chansons pour les amoureux. C'est étrange parce que je me sens à la fois un peu ridicule de te balancer tout ça d'un coup, et en même temps ça me fait beaucoup de bien. D'abord parce que je peux enfin être fixé sur ce qui se passe de ton côté, mais aussi parce que je réalise la chance que j'ai. La chance que j'ai de pouvoir encore avoir des sentiments pour quelqu'un. Ça me change tellement la vie, tu te rends pas compte je crois, j'ai l'impression de plus être la même personne. C'est comme si d'un coup je me remettais d'une cuite qui avait duré genre 2 ans, c'est long 2 ans. Je me sens différent, j'ai envie de me lever à l'heure, de me remettre en mouvement, de moins fumer, de moins boire, de plus draguer n'importe qui par peur de la solitude. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où ça vient, je pourrais pas te l'expliquer encore une fois. Ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé, et là ça me tombe dessus comme ça. Moi jusque là je faisais un peu n'importe quoi, je passais d'une personne à une autre sans réussir à m'attacher vraiment. C'était assez glauque mais bon, je suis comme tout le monde, qu'est-ce que tu veux hein. Alors que là je nous vois carrément danser au ralenti sur du rub-a-dub au corps à corps. On se regarde droit dans les yeux, et puis on repart en tirant des bords. Je nous vois courir, nager nu, rougir, transpirer, jusqu'à brûler. Tirer des plans sur Jupiter, et faire l'amour sous les éclairs. Alors je vais pas te mentir, sur le marché je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Parce que je suis bancal, menteur, pas fiable, jamais à l'heure. Mais si tu veux, je peux me faire boxeur, voleur, chauffeur, docteur, serviteur, dresseur de lion. Je vais pas te mentir, tu pourras forcément trouver mieux. Parce que je suis maladroit, nerveux, égoïste et coléreux. Mais si tu veux, je peux être souriant et même heureux, poli, généreux, et écrire des morceaux moins teigneux, ou même des chansons pour les amoureux. Et même si je sais que je suis loin d'être parfait, si tu veux qu'on se lance, qu'on essaie, moi je pense que ça peut donner quelque chose de beau, parce qu'après tout on ne sait jamais. Et même si tu vois que je suis pas quelqu'un pour toi, si le soir, quand ça va pas, que t'es triste, qu'il y a quoi que ce soit, fais-moi signe, tu bouges pas, je te promets, je serai là. Enfin voilà, je vais pas te mentir, sur le marché je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Parce que je suis bancal, menteur, pas fiable, jamais à l'heure. Mais si tu veux, je peux me faire boxeur, voleur, chauffeur, docteur, serviteur, colporteur,
dresseur de lions. Je vais pas te mentir, tu pourras forcément trouver mieux. Parce que je suis maladroit, nerveux, égoïste et coléreux. Mais si tu veux, je peux être souriant et même heureux, poli, généreux, et écrire des morceaux moins teigneux, ou même des chansons pour les amoureux. Et même si je sais que je suis loin d'être parfait, si tu veux qu'on se lance, qu'on essaie, moi je pense que ça peut donner quelque chose de beau. Parce qu'après tout on sait jamais. Et même si tu vois que je suis pas quelqu'un pour toi, si le soir, quand ça va pas, que t'es triste, qu'il y a quoi que ce soit, fais-moi signe, je bouge pas, je te promets. Je voudrais pas que tu te fasses de fausses idées non plus, j'ai pas l'intention de te demander en mariage. Et même si évidemment je peux pas te forcer à me fréquenter, par contre je peux te demander de me croire quand je te dis tout ce que je te dis ce soir. Je suis pas un énième connard qui veut juste coucher avec toi, me mets pas dans le même sac, c'est tout ce que je te demande. Allez, je vais te laisser tranquille maintenant. Oui, je parle beaucoup, je sais, je suis désolé. Tu peux me répondre plus tard, t'en fais pas, le temps de gérer tout ça, y a rien d'urgent. D'ici là, s'il y a quoi que ce soit, comme je te disais, je bouge pas. Bonne soirée. Nous revoici sur Radio Alliance Plus et Rage. Avec Héloïse, on parle des risques côtiers et de la mer en général. Nous repartons sur les dernières questions classiques de cette émission également. Est-ce que Héloïse, tu as une œuvre à conseiller à nos auditeurs ? Alors, j'ai longuement réfléchi. Enfin non, pour moi, c'était la réponse. La première, c'était le livre de Rachel Carson, La mer autour de nous. Et en fait, parce que je trouve que c'est un bouquin qui explique tellement de choses au sujet de la mer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, des chercheurs scientifiques qui disent que c'est un bon bouquin qui vulgarise bien la mer, etc. C'est faux, ça ne vulgarise absolument pas. C'est assez complexe, il faut quand même avoir des connaissances. Et c'est pour ça qu'en final, je vais plus conseiller un film que tout le monde connaît, qui pour moi me prend aux tripes. C'est Avatar. Le film Avatar qui est tellement, pour moi, c'est la révélation de ce qui se passe sur Terre de manière un peu embellie, entre guillemets. Et en fait, j'aimerais que les gens, en regardant ce film, se disent que tout ce qui se passe dans ce film, ça se passe en réalité sur notre planète. C'est pas tant de la science-fiction que ça. Voilà. Le 1 ou le 2 ? Alors, pour la mer, je dirais le 2. Okay. Mais en termes de destruction forestière, etc., le 1. Voilà. Allez, feu. Est-ce que tu aurais par hasard une personnalité publique qui t'inspire à part James Cameron ? Alors, c'est bizarre, mais j'ai mis vraiment longtemps à trouver la réponse. Et c'est que dans le train tout à l'heure, en venant ici, que j'ai trouvé. Et si vous me le permettez, j'aimerais bien vous en donner 3, parce qu'elles sont en lien toutes les 3. On t'en donne le droit. Parce qu'en fait, elles ont un lien, mais d'un côté, pas tant que ça. Dans le sens où, côté environnement, je dirais Camille Etienne, qui est, pour moi, elle a les mots justes, elle tape dans le mille, elle a un pouvoir extraordinaire, et puis elle a quand même versé toute sa vie sur ça, pour cette cause des règlements climatiques. Je trouve que c'est incroyable, je suis fascinée. Ensuite, il y a Louise Aubéry, côté féminisme, mode éthique, etc. Et puis même, elle interviewe dans son podcast In Power des personnes. Enfin, moi, je suis en totale admiration, même du côté de son tact, sa façon de parler, etc. Et enfin, dernièrement, Eva Sadoun, une économiste féminine et qui m'a permis de prendre conscience que la base de tout, si on veut faire changer ce système, c'est via l'économie. Et en gros, dans son bouquin, que je n'ai pas encore lu, j'ai lu plein d'extraits, plein de vidéos, en gros, elle montre que comment est-ce qu'on peut refaçonner l'économie pour, du coup, aller vers la préservation de notre environnement et aller concilier justement biodiversité et l'économie activité adaptée. humaine. C'est ça. Je prends le relais pour les 2 dernières questions. C'est les questions souvent les plus complexes pour nos invités. En priorité, donc là, tu peux évoquer à la fois les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, c'est-à-dire les risques littoraux, mais qu'est-ce que notre gouvernement doit faire, selon toi, en matière d'environnement en priorité ? On en a parlé en off, du coup, pour moi, c'est vraiment c'est ça, c'est la formation, c'est l'éducation des personnes. Et donc, ouais, c'est vraiment ça. Mais il faut absolument reformer l'éducation scolaire, en fait. Il faut inclure les questions environnement. Et même au-delà de ça, parce que c'est vrai, quand on pense environnement, on pense écolo. Mais non, il y a tout ce qui est agriculture, la manière de produire, la manière de consommer,
comment faire, et puis même au-delà de ça, tu vois, je dirais faire ses papiers, l'administration, ce genre de choses qui ne sont pas inclus, mais comment, en gros, montrer et comment est-ce qu'on peut grandir dans ce monde-là, nous offrir les cartes pour évoluer dans ce monde-là quand on est jeune, en fait. Donc sur tous les fronts, l'environnement, comment est-ce qu'on peut produire, comment est-ce qu'on peut manger, comment est-ce qu'on peut faire ses papiers. Voilà, pour moi, il faut faire une réforme de l'éducation absolument, et que ce soit pas seulement les ONG, les assos qui s'en chargent, qui interviennent dans les cours, etc. Un nouvel intervenant, ça va être fatigant. Et donc ça, et aussi, seconde chose, c'est pour moi, il faut absolument refaçonner tout le gouvernement, en fait, toute la manière, la manière de digérer, de diriger, dans le sens où, de base, les gouvernements, on appelait ça des technocrates. Des technocrates, ce sont des gens qui sont spécialisés, ce sont des experts. Aujourd'hui, est-ce que c'est un expert qui est à la tête du ministère de l'Environnement ? Est-ce que c'est... Non, voilà. Est-ce que c'est un expert en éducation scolaire, en sciences sociales qui est à la tête du ministère de l'Éducation ? Non. Et en plus, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo du palmacho, le remaniement. Je vous conseille de regarder ça, c'est tellement vrai. Ouais, et en gros, en fait, il change de ministère. Ouais, il change de ministère. C'est ça, c'est vraiment c'est une étiquette. Et pour moi, c'est ça. Il faut absolument qu'on ait des experts à la tête de chaque ministère. En fait. Et nous, les citoyens, qu'est-ce qu'on doit faire en priorité ? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait absolument, en off, répéter. C'est vrai, je trouve que c'est une des solutions qu'il faut absolument répéter pour que ça devienne quelque chose de banal. Mais le problème, c'est que ça en devient limite quelque chose de banal. Ah, le réchauffement climatique, bah oui, on sait ce que c'est le réchauffement climatique. Très bien. Comment ça impacte ta vie ? En fait, c'est montrer. Moi, ça serait plutôt montrer aux personnes en quoi le réchauffement climatique va impacter leur vie. Et vice-versa, comment eux, ils impactent le réchauffement climatique. Donc, tu vois, c'est leur faire prendre conscience qu'ils sont vulnérables. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est aussi travailler toujours sur l'imaginaire, mais l'imaginaire positif. Exact. Aussi de montrer un monde qu'on peut, créer, qui peut être hyper sympa, beaucoup plus apaisant d'un point de vue sociétal et environnemental. Ça, c'est important, je pense. C'est ça, parce que c'est vrai que les écolos, on est vus comme des... Oh, les écolos, c'est la fin du monde. Ouais. On est vus comme des gens qui font chier le monde, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Alors que, non, oui, il y en a qui font chier le monde parce qu'ils ont toutes les raisons de faire chier le monde, je suis d'accord, c'est que ceux qui manifestent, bon, c'est un autre débat, mais ceux qui jettent des peintures de la peinture sur des peintures, c'est parce qu'eux, ils ont vraiment conscience dans les tripes qu'il y a une urgence, mais vraiment, c'est intrinsèque, c'est vital, quoi. Et les gens disent, mais ouais, les écolos, c'est une peinture, c'est important, mais parce qu'eux, ils ont pris conscience, ils ont intégré l'importance de cet enjeu. Et tu sais, même des fois, moi, je suis un peu, je me sens un peu coupable dans le sens, je me dis, mais j'ai l'impression des fois, je me sens pas assez concernée. Ouais. Moi aussi. Ouais. Mais ça, c'est... Je fais pas assez de choses. En même temps, c'est vrai que le problème, c'est qu'il faut toute sa vie tourner là-dessus. Donc, c'est jamais évident. C'est jamais évident. Du coup, je pense que, comme vous deux, j'ai choisi la manière douce, c'est-à-dire à travers mon travail, à travers une mission de tous les jours, en parlant à mes potes, en faisant un podcast. Voilà, c'est cette manière. C'est la manière douce. Ouais. Et si je peux rajouter un dernier mot, ne jamais jouer sur l'incohérence des gens. Parce qu'en fait, jouer sur l'incohérence des gens, parce qu'en fait, on peut pas être cohérent sur toute la ligne quand on fait de l'écologie, quand on commence à s'engager. On a forcément des failles parce que si on est cohérent sur toute la ligne, en gros, on se tire une balle dans la tête et là, on est cohérent, il n'y a plus d'impact, il n'y a pas de souci. On peut pas avoir une cohérence complète et surtout ne jamais critiquer l'incohérence des gens avec qui on est parce que c'est le meilleur moyen de rester immobile. C'est vraiment ça. Genre, et de faire part de la légitimité aussi. Ouais. On est tous imparfaits. Dans le monde d'aujourd'hui, on a quand même un mode de vie qu'on a tous ancré chez nous. On a des habitudes et c'est vrai que c'est dur de se défaire de certaines habitudes. Il faut l'admettre, quoi. Mais ça peut aller par petit bout. Malheureusement, c'est ça. On peut pas obliger les gens à agir maintenant. Tu sais, il y en a qui disent il faut une décroissance, il faut absolument changer le gouvernement, les manières de pratiquer aujourd'hui, maintenant. Il y a plein de gens qui sont pas prêts. Économiquement parlant, mentalement parlant, culturellement parlant, ça va pas passer. Et c'est comme ça qu'on aura des freins, des braquages, justement. Bon, écoutez, merci beaucoup merci, vous Héloïse. deux. Merci beaucoup, merci Héloïse. à vous deux. Donc, n'oubliez pas de retrouver le podcast Parlons peu, parlons bleu sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi le trouver sur Facebook et Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter. C'est vraiment super. C'est le podcast de la mer. Donc, en tout cas, merci vraiment tous les deux. Bientôt, on fera une petite collab au PSR Parlons peu, parlons bleu. Ce serait sympa. C'est intérêt. On vous retrouve, vous les auditeurs, bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Salut. Salut. Salut.